en France. On parle de cette décision de justice. L'État a été condamné pour faute lourde après le féminicide de Nathalie Debailly. La mère de famille a été tuée par son ex-compagnon à Lille. C'était en mai 2019, alors qu'elle avait déposé 3 mains courantes et une plainte. L'État va verser 27 000 € à sa famille pour préjudice moral. On voit ça avec Erwan Drouillac. C'est une décision rare, rendue hier par le tribunal de Paris. La justice a officiellement reconnu la responsabilité de l'État dans la mort de Nathalie Debailly, tuée par son ex-compagnon il y a 6 ans. À l'ouverture du procès, ses proches s'étaient montrés déterminés à faire condamner l'État pour faute lourde. On a refusé de protéger ma sœur, qui se savait en danger de mort et qui a demandé de l'aide, qui a demandé à être protégée. Le 27 mai 2019, Nathalie Debailly a été enlevée sur son lieu de travail, puis séquestrée et sauvagement assassinée par son ex-compagnon. Elle avait pourtant alerté la police quelques mois plus tôt et déposé 3 mains courantes pour violence et graves menaces. Inquiète, elle va jusqu'à déposer plainte, affirmant être suivie et craindre pour sa vie. Aucune de ces plaintes n'a été enregistrée et transmise à la justice. Hier, les juges ont reconnu la faute lourde des services de police dans cette affaire. Les enquêteurs auraient dû, après information du procureur de la République, réaliser des actes d'enquête, procéder à toute vérification utile et à l'audition du mis en cause. L'État devra verser 27 000 € de préjudice moral à la famille de Nathalie Debailly. Son ex-compagnon purge quant à lui une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Nicolas Debailly, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi sur France Info. Vous êtes le frère de Nathalie Debailly. On vous a vu dans ce sujet. Noémie Schulz, bonjour, notre spécialiste des questions de police et de justice. Vous allez nous accompagner cet après-midi. Première question, évidemment. Comment vous avez réagi quand vous avez vu que l'État était condamné pour faute lourde? Pour vous, c'est une vraie reconnaissance, un symbole fort qui est envoyé? Oui, c'était important pour nous. Ça matérialise toutes ces années de combat où nous, on savait que ce meurtre, cet assassinat de ma sœur aurait pu être évité si elle avait été protégée. On sait qu'il y a eu faillite de nos institutions. Et là, c'est matérialisé. Ça y est, l'État est condamné pour faute lourde. Et nous, on le prend comme une victoire juridique et surtout un geste fort dans le combat contre les violences faites aux femmes. Noémie Schulz, est-ce qu'on peut revenir sur le fond de l'affaire? Pourquoi, là, l'État, ce qui a fondé la décision de la justice de condamner l'État pour faute lourde dans cette affaire? Eh bien, la justice estime qu'il y a eu un dysfonctionnement traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission qui lui était confiée. Très concrètement, ça a été dit dans ce sujet, Nathalie Debailly s'est rendue à 4 reprises dans le même commissariat à Lille. Elle a déposé 3 mains courantes, une plainte. Le fait notamment d'avoir enregistré des mains courantes alors que les faits auraient justifié que ce soit des plaintes parce que, en raison de la nature des faits dénoncés par votre sœur, en raison du profil de la personne mise en cause, Jérôme Tonneau, qui était connu déjà, qui a été condamné pour des faits graves, l'existence aussi de précédents de violences sur d'autres compagnes, tout cela fait que les policiers n'auraient jamais dû se contenter de mains courantes, ils auraient dû enregistrer des plaintes. Et ensuite, ces plaintes auraient dû être transmises au parquet, au procureur de Lille, qui aurait pu convoquer Jérôme Tonneau, mettre en place un contrôle judiciaire, lui interdire d'entrer en contact avec votre sœur, peut-être même le placer en détention et l'envoyer devant un tribunal. Le fait que tout cela n'ait pas eu lieu, eh bien, cela constitue une faute lourde. Nicolas Debailly, comment expliquer que effectivement votre sœur ait déposé des mains courantes, une plainte et que rien ne soit remonté? J'ai lu qu'effectivement son ex-compagnon lui avait porté plainte pour un vol de portable. Sa plainte avait été enregistrée, avait été transmise au parquet. Pourquoi une telle différence de traitement? L'avocate de votre famille s'est exprimée et a dit que c'était un cas d'école du traitement discriminatoire des plaintes déposées par les hommes d'un côté et les femmes pour violence conjugale de l'autre. Vous partagez, on imagine, ce point de vue, qu'effectivement, là, on est quand même un peu sidéré de voir la manière dont les deux cas ont été traités. D'un côté, un vol de portable, de l'autre côté, 3 mains courantes et une plainte pour violence conjugale et des craintes pour sa propre vie. Oui, on peut se poser la question, même si je laisse la responsabilité de cette interprétation à mon avocate. Effectivement, quand on voit les deux différences de traitement, c'est quand même assez incroyable, d'autant que ma sœur n'avait aucun passé judiciaire, il y avait rien, alors que lui avait déjà fait de la prison ferme, il avait déjà été condamné à multiples reprises, il avait un casier judiciaire long comme le bras. Donc on ne comprend pas, mais malheureusement, si la faute a été reconnue
on a dit, il y a une faute lourde, elle a été reconnue partiellement, en tout cas, dans ce délibéré. On n'a toujours pas de réponse à toutes ces questions, et notamment pourquoi ils ont refusé de protéger ma sœur. C'est quoi? C'est un manque de sensibilisation, encore une fois, on en parle souvent, des personnes qui se trouvent dans les commissariats, qui enregistrent les plaintes, de prendre au sérieux les déclarations de ces femmes qui viennent et qui disent qu'elles sont en danger. Je ne sais pas si c'est un manque de sensibilisation, mais c'est un sujet qu'on doit traiter. Et force est de constater que ce sujet-là n'est pas traité. Et dans le document qu'on a reçu aujourd'hui, il y a toujours cet aveu de défaillance, puisque en gros, on nous dit que de toute façon, même s'ils avaient fait les choses qui étaient à leur disposition, il n'était pas du tout sûr qu'ils auraient pu sauver ma sœur, étant donné la détermination de l'individu. Et ça, c'est pas entendable. On ne peut pas accepter ça. On peut pas. Noémie Schulz. C'est vrai que quand on lit ce jugement, donc il y a cette reconnaissance de la faute lourde qui est importante pour vous. Mais ce qu'on peut lire aussi, c'est que le tribunal a évalué à 50% le taux de perte de chance de ne pas subir les faits de 2019. Si on doit traduire ça, le tribunal estime que même si les plaintes avaient été prises, qu'elles avaient été transmises, eh bien, il y avait une chance sur 2 que votre sœur, Nathalie de Bailly, soit quand même tuée par Jérôme Tonneau, parce qu'on ne sait pas s'il aurait effectivement été placé sous contrôle judiciaire, parce qu'on ne sait pas s'il aurait respecté ce contrôle judiciaire, et parce qu'il était extrêmement déterminé. Et on avait senti au moment de l'audience, quand le procureur avait évoqué cette perte de chance de 50%, que c'était douloureux pour vous. Et ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que ça, vous ne l'acceptez pas? C'est-à-dire que nous, ce qu'on redoutait est arrivé, c'est que le tribunal s'est saisi de l'argumentaire insupportable du procureur qui dit en gros, et vous savez que nous aussi notre combat c'est de servir de notre histoire pour changer les choses, et là on dit à nous et donc à toutes les femmes qui se présentent dans un commissariat, écoutez, si le mec il veut vraiment vous tuer, de toute façon il y a une chance sur 2 qu'il y arrive, on peut rien faire. Mais c'est pas possible. Notre État, notre système, notre institution ne peut pas dire ça aux femmes. Alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles attendent chez elles que la mort arrive? Non, c'est pas nous. Ça, on l'accepte pas. Noémie Schulz, qu'est-ce qui aurait pu être mis en place, par exemple? On sait qu'il y a les téléphones graves dangers qui peuvent être efficaces dans certaines situations. Quel était l'arsenal, entre guillemets, ou ce qui aurait pu être mis en place, qui aurait peut-être pu sauver cette... Qui existait déjà. Qui existait déjà. On en parle de plus en plus, mais effectivement, il y a aujourd'hui 2 dispositifs pour les femmes victimes de violences conjugales, qui est le téléphone grave danger, qui est en gros un téléphone avec une touche d'urgence qui fait que vous pouvez appeler et être immédiatement mis en relation avec les autorités, les services de police ou de gendarmerie. Et puis le bracelet anti-rapprochement, là, vous avez la femme victime est un boîtier sur elle. Son ex-conjoint a également un bracelet électronique, comme ce qu'ont les prisonniers sous bracelet électronique. Et dès qu'il va rentrer dans une zone et qu'il va s'approcher, ça va déclencher une alarme et déclencher la venue de la police et de la gendarmerie. Donc des choses auraient pu être mises en place. Mais à l'époque, on a dit à votre sœur, ne vous inquiétez pas, c'est un escroc, puisque Jérôme Tonneau avait été condamné pour des escroqueries. Il ne s'en prendra pas à vous physiquement. Donc c'est vrai que quand on regarde ça aujourd'hui et qu'on voit les indemnités qui vous sont allouées, 27 000 euros, 10 000 euros pour chacun des enfants de Nathalie de Bailly, Florine, Romain, 4 000 euros pour vous, 3 000 euros pour l'ex-conjoint. Vous dites, on ne peut pas se satisfaire de ça. Non, alors vous savez que depuis le début, nous, on ne se bat pas pour l'argent. Maintenant, la justice est faite ainsi et il fallait demander des dommages et intérêts. Mais c'est quand même intéressant de regarder ce qui nous est attribué et de le matérialiser en disant voilà le niveau de responsabilité que se donnent nos institutions dans l'assassinat de ma sœur. Voilà ce que vaut sa mort. Est-ce que on voit que là il y a eu donc cette reconnaissance de la faute lourde de l'État. C'est pas une première, hein, il me semble, Noémie. Il y a eu déjà des précédents, mais c'est très très rare. Est-ce que pour vous il est important que ça fasse jurisprudence et qu'effectivement à chaque fois pour pousser l'État à agir, puisque vous le disiez, c'est pas possible d'entendre écoutez, en fait on n'a pas pu faire grand chose, que ces condamnations à un moment donné poussent l'État à faire quelque chose? Oui. Et c'est d'ailleurs, j'encourage moi toutes les familles à faire la même chose que nous, même si c'est pas évident. Mais je pense que c'est en maintenant la pression comme ça qu'on obtiendra des résultats. Mais c'est également aussi pour le cas de notre famille de ne pas nécessairement se satisfaire d'un délibéré
qui peut être a priori favorable, et on l'a dit, nous on se satisfait quand même de cette condamnation pour faute lourde, mais de ne pas s'en satisfaire s'il est insuffisant et s'il ne correspond pas au combat qu'on mène. Et là, force est de constater qu'on est déçus. Donc vous allez faire appel? Donc nous avons décidé, là, on s'est mis d'accord en famille et on va faire appel, oui, de cette décision. Donc ça peut peut-être paraître paradoxal puisque cette décision est vécue comme une victoire pour nous, pour notre famille. Et c'est vrai que c'en est une et c'est une avancée. Mais on veut que ça aille beaucoup, beaucoup plus loin pour sauver d'autres femmes. Et on ne peut pas accepter cette décision en l'état. Ce serait pas honnête par rapport à notre combat. On se doit de faire appel, oui. On a bien compris les raisons, effectivement, de votre combat. Merci mille fois, Nicolas Debailly, d'avoir été sur ce plateau avec nous cet après-midi. Merci, Noémie Schulz.